Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission Les dessous de l'immobilier en Estrie, j'ai le plaisir de recevoir M. Vincent Garwood de Club Piscine Sherbrooke, M. Tristan Savard, courtier immobilier résidentiel commercial chez Royal Lepage Évolution. Et sans plus tarder, nous allons débuter avec Maître Corinne Reed, notaire, fondatrice du cabinet Reed Notaire, une habituelle émission. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Allô Jean-François, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi ce matin. Merci. Écoute, ça fait longtemps que je t'avais mis sur le planning. J'ai dit, je vais pas me prendre d'avance parce que je le sais que le notaire, vous êtes très occupé en ce moment. Très occupée, mais je me fais toujours une petite place dans mon agenda pour toi quand tu as besoin. Il manque de notaire? Oui, manque de notaire. Je ne sais pas s'il y a trop de transactions où il y a un manque de notaire, mais clairement, il y a un manque de notaire. Il y a trop de notaires qui partent à la retraite pour qu'est-ce qui arrive sur le marché. Je vais dire ça en fin d'études. Donc, on a vraiment un enjeu où est-ce qu'il y a de moins en moins de notaires. Donc, les délais pour exécuter les transactions, vous devez le vivre comme courtier immobilier. Une transaction en 15 jours, 30 jours, c'est quasiment rendu impossible. Moi, pour te donner une idée, on est à 3 mois de délai là. Je pense qu'il y a plusieurs cabinets qui sont dans cette situation-là. Exact. Avant, il y en avait quelques-uns qui prenaient plus de délai. Comme nous, on a toujours pris plus de délai. Mais je pense que même ceux qui avaient moins de délai, maintenant, ont des enjeux plus importants. C'est pas tous les bureaux de notaires qui font du résidentiel aussi. Non, exactement. Donc, le meilleur conseil qu'on pourrait peut-être donner aux auditeurs, si vous prévoyez acheter, ou pour tout autre domaine de notaire que vous aurez besoin, prenez le temps peut-être d'appeler votre notaire puis vérifier ses délais pour pouvoir planifier en conséquence. Aujourd'hui, Corinne, on a un sujet vraiment intéressant. On parle du nouveau régime d'union parentale. Oui. Ça, vous devez écouter ça attentivement parce que vous avez peut-être vu passer ça là, d'une façon très smooth, là, mais au final, il y a quand même des enjeux très importants là-dedans. Ah oui, très, très important. Puis tu le mentionnes, la Chambre des notaires a fait beaucoup de publicité en amont de l'entrée en vigueur de ce régime-là, qui était au 30 juin de cette année, donc c'est tout récent. Moi, je me rappelle, je voyais sur mes réseaux sociaux, là, sur Instagram, sur Facebook, des publicités, mais au-delà de ça, là, dans le concret du day-to-day, pardonne-moi l'expression anglaise, là, des gens, des auditeurs, ça a vraiment un impact concret et malheureusement, je pense que ce régime-là est mal compris en ce moment sur à quoi il sert, qu'est-ce qui inclut, qu'est-ce qu'on peut refuser ou pas et tout ça. Mais peut-être qu'on pourrait commencer avec un petit historique de où ça vient. Je pense qu'on est rendu là, Corinne, oui. Par rapport à ça, dans le fond, tu l'as dit, là, c'est une nouvelle protection juridique qui est automatique. Donc, dès que les critères s'appliquent, le régime d'union parentale est créé. Donc, ce n'est pas une question de choix. Ça, c'est depuis le 30 juin de cette année. C'est tout frais. C'est tout frais. Dans le fond, pour le résumer, en gros, on va décortiquer par la suite. Là, dès qu'on est conjoint de fait et qu'on a un enfant né après le 30 juin, on devient soumis au régime d'union parentale. Même l'adoption. Même l'adoption, exactement, c'est tout à fait inclus. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que depuis 2013, il y a eu un comité consultatif qui a été mis en place par, entre autres, oui, la Chambre des notaires, mais le gouvernement, pour venir réformer le droit de la famille en général et se poser des questions sur est-ce que le droit qui s'applique à nous, conjoints mariés, conjoints de fait, l'évocation successorale aussi, là, on va en parler un petit peu, est-ce que ça s'applique encore aux réalités d'aujourd'hui? Donc, de 2013 à 2015, il y a eu des travaux faits par des éminents juristes et différents spécialistes. Et entre autres, l'union parentale est issue de ça, de ce comité consultatif-là. Et après ça, toute l'histoire législative, on en est aujourd'hui en 2025. Donc, essentiellement, c'est de rééquilibrer, dans le fond, dans l'union. Il y avait le contrat de mariage, il y avait, dans le fond, conjoint de fait, mais là, ils sont venus comme améliorer ou du moins complexifier, on pourrait dire. Oui, moi, j'aime complexifier. Ouais. L'objectif derrière tout ça, c'est la protection de la famille. Ouais. Okay? Donc, c'est pas, tu l'as mentionné un petit peu, c'est pas de venir rééquilibrer l'égalité économique qui était un peu l'objectif du mariage ou du patrimoine familial et ainsi de suite, plus dans les années où ça a été adopté. Ça va toucher ça. Mais l'objectif fondamental, c'est la protection de la famille. Okay. Donc, de s'assurer qu'il y ait un des deux parents parce que c'est basé toujours sur un enfant. Donc, c'est pas je vais dire, la situation maritale dans laquelle on est. C'est vraiment la naissance de l'enfant qui va venir créer l'union parentale. Donc, l'objectif est de protéger l'enfant.
Donc, beaucoup plus que le parent. Vous avez eu un enfant avant, par exemple, le 25 juin versus le 2 juillet, c'est deux situations totalement différentes. Exactement. On peut rentrer dans les détails. Dans les détails. Oui. Mais je vais faire du pouce sur ce que tu viens de mentionner là, par rapport au avant-après. Oui. Là. Même si c'est un régime automatique d'application depuis le 30 juin, bien évidemment, si vous décidez de vous y soumettre, par volonté, parce que ça ne s'applique pas à vous, vous avez eu des enfants avant, c'est tout à fait possible, mais là, à ce moment-là, on va le faire par contrat. Donc, appelez votre notaire. On peut se soumettre. Oui, puis dans le fond, on en revient à une convention de vie commune. On en entendait parler, mais maintenant, on pourrait calquer la convention de vie commune sur le régime d'union parentale. Donc, Donc il y avait déjà des contrats qui servaient à ça dans le passé. Exact. Là, ce qui est important, on va mettre la table sur, il y a 2 critères. Il faut qu'il y ait des conjoints de fait et il faut qu'il y ait un enfant né après le 30 juin. Là, le débat, on commence. Conjoint de fait, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Jean-François? C'était pour te poser la même question. J'ai 3 critères pour cette... Puis là, c'est ce qui va mélanger les gens. Conjoint de fait au sens des lois fiscales, c'est une chose. Conjoint de fait au sens des lois sur les droits de mutation, donc la taxe de bienvenue, c'est une chose. Et là, on en rajoute un. Conjoint de fait au sens de cette application-là d'union parentale, c'est autre chose. Pourquoi faire simple? J'aimerais bien ça. Je suis en droit. Le droit, c'est jamais simple. On va dire ça comme ça. Donc, conjoint de fait, on présuppose 2 personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme couple. Oh, OK. Ça a l'air donc, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. OK. Et vie commune ne veut pas dire cohabitation. Ah. Vie commune veut dire projet de vie. OK. Donc, vous pourriez être dans 2 logements séparés, avoir un enfant ensemble né après le 30 juin. Vous vous présentez publiquement dans les activités de famille comme un couple, vous vous qualifiez comme conjoint de fait. Donc, la cohabitation n'est pas un critère. Toutefois, la cohabitation devient une présomption. Donc, si vous habitez ensemble, vous êtes présumé conjoint de fait. Fait que ça vient un petit peu aider à déterminer si on est conjoint de fait. Et ce qui est important aussi de savoir, puis ça, je trouve ça super dans ce projet de loi-là, bien, dans cette loi-là, c'est qu'on parle de 2 personnes. Donc, on ne parle pas d'un père et d'une mère. On est venu inclure et rentrer dans... de genre. Non, exactement. Par contre, les trouples sont malheureusement exclus parce que là, on n'est peut-être pas rendu jusque-là dans les changements de loi, mais c'est 2 personnes. Donc, ça peut être 2 parents de même sexe sans problème. Et donc, dès qu'on est conjoint de fait, l'union parentale va se former à 2 moments, soit à la naissance de l'enfant ou quand on devient conjoint de fait. Et donc, si on a eu un enfant après le 30 juin de cette année, bien entendu, si on n'était pas conjoint de fait au moment de la naissance, l'union parentale va se créer quand on devient conjoint de fait et non pas à la naissance. Là, on rentre dans les technicalités, mais faites juste retenir que si vous avez un enfant après le 30 juin, vous êtes conjoint de fait, vous êtes soumis à ça. On ne peut pas s'en soustraire. On ne peut pas s'en soustraire, c'est automatique. On n'a pas le choix. On a par contre certaines malléabilités. On va en parler par rapport au patrimoine d'union parentale. Et là, je vais rentrer là-dedans. Tu m'as posé la question tantôt, qu'est-ce que ça fait, l'union parentale? Ça crée 3 choses. Ça crée la protection et l'attribution de la résidence familiale, ça crée le patrimoine d'union parentale et ça crée la prestation compensatoire. Je vais commencer tout de suite avec la prestation compensatoire là, parce que je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, puis ce qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est les 2 autres. La prestation compensatoire, là, ça existait déjà pour les couples mariés et ça, ce n'est pas une pension alimentaire. C'est quoi la différence? Non. La pension alimentaire, on appelle ça des aliments. Je te donne un montant d'argent pour t'aider à te rétablir, à rééquilibrer un petit peu le déséquilibre économique, on va dire ça comme ça. Donc, ça ne vient pas créer ça, l'union parentale. Ce que ça vient créer, c'est si je me suis appauvrie parce que dans notre union, moi, je restais à la maison, puis là, c'est tout le temps le typique cas, je restais à la maison, toi, tu es allé travailler, tu as cotisé à ton fonds de pension, tu as cumulé des différents placements parce que tu travaillais, bien entendu. Bien, on peut compenser l'époux qui s'est appauvri. Mais là, j'ai dit époux, il ne faut pas dire époux. Parce qu'on n'est pas mariés ici, on est conjoint de fait, mais soumis à l'union parentale. On peut compenser l'appauvrissement. Et donc, ça va souvent être un montant forfaitaire qui va être déterminé. Là, il y a des critères. Et ça, je laisserai plus les avocats en droit familial définir ça. Les 2 choses qui nous touchent, protection et l'attribution de la résidence familiale et le patrimoine d'union parentale. Protection de la résidence familiale, Jean-François, ça vous touche, vous les courtiers. Parce que vous le savez sans doute maintenant, c'est que pour vendre une maison, si on est soumis à l'union parentale, on doit avoir l'autorisation du conjoint non propriétaire. Intervention du conjoint. Exactement. Comme on avait pour les couples mariés. Donc, c'est quelque chose que vous étiez déjà habitués, nous aussi, les notaires. L'enjeu ici, c'est de déterminer on est-tu en union parentale ou pas. Si tu me suis depuis tantôt, je te parle de questions de fait.
On habite ensemble, on n'habite pas ensemble, on a un projet de vie. Là, c'est sûr que la naissance de l'enfant, si on a une date, c'est facile, on a un certificat de naissance. Ouais. Mais quand est-ce qu'on est devenu conjoint de fait? Alors là, c'est nous, là, sur le terrain, qui est un peu près avec la patate chaude de dire... Et vous et moi. Ah, c'est ça, hein? Donc là, quelle recommandation on peut donner, par exemple, à une femme qui me dit, moi, je veux vendre ma propriété, mais on a un doute qu'elle a un conjoint. Peut-être une union parentale. Oui, peut-être une union parentale. Bon, moi, les notaires, on dit toujours trop fort casse pas. Okay. En cas de doute, on va faire intervenir l'autre conjoint pour éviter des recours potentiels un jour. Puis souvent, ces circonstances-là de vente se font dans des... Tout le monde s'entend bien. Oui. Fait qu'on va faire signer si on a besoin, en cas de doute. Nous, les notaires, on va avoir à déterminer quand on pose des questions aux vendeurs s'il y a union parentale ou pas. Et c'est pour ça, les auditeurs, surprenez-vous pas, si vous vendez une propriété puis que le notaire se met à vous poser 32 000 questions sur « Habitez-vous avec un tel? Depuis quand? Avez-vous eu des enfants? Pas d'enfants? » On a de l'air... Moi, il va falloir que je développe ça. Là. J'ai un malaise à poser autant de questions sur la vie personnelle des clients, mais j'ai pas le choix parce que je dois déterminer s'il y a une union parentale. La loi nous force à le faire. La loi nous force à le faire. Corinne, je vais devoir t'interrompre le temps d'une pause publicitaire parce qu'on a tellement de contenu. En fait, vous êtes conjoint de fait, vous avez eu un enfant après le 30 juin 2025. Restez à l'écoute parce que je pense que vous allez apprendre des choses. Il va y avoir des choses intéressantes. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Maître Corinne Reed, sujet d'actualité, changement de la loi, le 30 juin 2025. On parle du régime d'union parentale. Exact. Sujet très d'actualité. Très, très. On ne peut pas être plus d'actualité en droit notarial, en tout cas. Et quel est le lien avec l'immobilier? Bien, en fait, vous êtes seul propriétaire, vous souhaitez vendre la propriété que vous occupez avec votre conjoint, même s'il n'est pas propriétaire, vous n'êtes pas marié, doit-il signer? C'est toute là la question qu'on se pose depuis le 30 juin. C'est sûr que c'est récent depuis le 30 juin, donc c'est pas encore très, très applicable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont nés quand même depuis ce temps-là. Mais plus le temps va avancer, plus on va se poser la question. Et je te parlais avant la pause va falloir avoir l'autorisation, donc le concours du conjoint non propriétaire. Et en cas de doute, si on n'est pas capable de déterminer union parentale ou pas, trop fort casse pas, on le fait signer. Oui. Là où je veux attirer ton attention, et c'est là que nous, les notaires, on n'est pas, je vais dire, pas heureux et qu'on va falloir d'autant plus faire attention, c'est que même si on n'est plus en union parentale, donc il y a eu rupture, ce droit, cette protection-là, donc cette autorisation nécessaire pour vendre, subsiste pendant un délai de 120 jours. Oh! Donc, quand est-ce que l'union s'est terminée? Et le 120 jours, il est commencé quand? Donc, ça se peut qu'on soit même plus en union de fait, ou en union parentale, pardonne-moi l'expression, et qu'on doive quand même faire signer le conjoint non propriétaire à cause du délai de 120 jours que la protection subsiste. Là, Corinne, donc, pour vous, c'est important. Oui, je veux répéter une chose, là, on ne peut pas se soustraire à ça. On donc, ne peut pas. Vous écoutez aujourd'hui, là, vous vivez une situation, vous ne pouvez pas l'ignorer, vous ne pouvez pas dire, nous, on ne fait pas partie de cette situation-là. Non. On est là-dedans aujourd'hui. On est là-dedans, effectivement, depuis le 30 juin. OK. Fait que ça, c'était beaucoup pour la protection de la résidence familiale. Il y a une petite chose aussi qui a été entrée en vigueur, c'est que si jamais il y a un des conjoints qui est non propriétaire, il y a une rupture de l'union parentale, il pourrait y avoir attribution de la résidence familiale à ce conjoint non propriétaire-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une protection supplémentaire. Donc, la personne, un des deux pourrait continuer de vivre dedans, même sans être propriétaire. Donc, à condition d'avoir des enfants. À condition d'avoir des enfants. Ça tourne toujours autour de l'enfant, bien entendu. Là où on va parler, c'est où le bas blesse. C'est où j'entends beaucoup de questions de mes clients, qui est le patrimoine d'union parentale. Parce que, je répète, union parentale automatique crée 3 choses: prestations compensatoires, protection de la résidence familiale et le patrimoine d'union parentale. Qu'est-ce qui rentre là-dedans, le patrimoine d'union parentale? Puis je vais faire le parallèle avec le patrimoine familial. Les gens mariés sont habitués, puis même monsieur, madame, tout le monde sont habitués d'entendre patrimoine familial. Il y a encore là beaucoup de mythes, mais c'est la même chose pour l'union parentale. Les 3 mêmes choses, il y a 4 choses normalement qui rentrent dans le patrimoine familial des conjoints mariés. Pour l'union parentale, c'est 3 seulement. Donc, on en a retiré un. Qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est les résidences de la famille. Donc, pas juste la principale. Les. Okay. Le chalet, puis tout ce qui sert à l'usage de la famille rentre dans le patrimoine d'union parentale. Les meubles qui servent à l'usage de la famille, les véhicules automobiles. La bonne nouvelle, tant qu'à moi, ça c'est mon opinion personnelle, ce qu'on a exclu, c'est les régimes de retraite.
OK. Donc, tout ce qui est REER, FER, même les RRQ, Oui. ne sont pas partageables s'il y a rupture d'union parentale et OK. qu'on doit partager le patrimoine d'union parentale. Pourquoi? Ça fait un peu écho avec ce que je t'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est que le patrimoine d'union parentale est là pour protéger les enfants et non pas le parent. Donc, si tu collectes ou tu cumules durant ta vie quelque chose d'individuel, tes placements, ton fonds de pension, c'est pas à l'autre conjoint à en bénéficier. Par contre, la résidence familiale, on veut que l'enfant puisse demeurer dedans, ne pas être détaché, pouvoir s'épanouir adéquatement. Bien, c'est à ça que ça sert, la protection de la résidence familiale. OK. Là, pour le patrimoine d'union parentale, je vais rentrer dans certains détails parce que depuis le début, tu en parles, on ne peut pas se retirer de l'union parentale. Par contre, le patrimoine, donc sa composition, on a un certain impact là-dessus. OK. Donc, on pourrait ajouter des biens, on Oui. pourrait retirer des biens ou on pourrait se retirer au complet du patrimoine, OK. pas de l'union parentale. OK. La prestation compensatoire, la résidence familiale, ça reste là. Mais pour le Ça, c'est patrimoine, immuable. c'est immuable. OK. OK? Mais pour le patrimoine familial, Gav, tu vois, ça, c'est des formations professionnelles, hein? Pas patrimoine familial, patrimoine d'union parentale. Ouais. On peut s'en exclure totalement. OK. Comment qu'on fait ça? Allez voir votre notaire. Il va Ouais. falloir faire des contrats. Donc, devenir soit ajouté ou pas. Tu sais, comme tantôt, j'ai mentionné que les fonds de pension n'étaient pas inclus. Oui. Ça se peut que vous décidiez comme couple de le les mettre. inclure. OK. On peut le mettre. Mais on pouvait le faire avant le 30 juin aussi, ça. Oui, parce Oui. qu'on l'aurait fait par convention de vie commune. C'est ça. On OK. aurait fait un autre contrat. Fait qu'on en revient un peu à ça. Là où je veux que les auditeurs portent attention puis s'en rappellent, c'est que à toutes les fois qu'on va vouloir modifier le patrimoine d'union parentale, il va falloir dissoudre ce qui a été créé pour recréer à partir du jour 1 le nouveau patrimoine. Devant notaire. Devant notaire, ça occasionne des coûts, des délais. OK. Ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que quand l'union parentale commence, on a un 90 jours de la constitution de l'union parentale. Je reviens à ce que je disais, la naissance ou le début de la vie commune. Ouais. On a 90 jours pour se retirer de la constitution du patrimoine. Si on fait ça, c'est réputé n'avoir jamais existé, on n'a pas de calcul, il va y avoir les frais de notaire pour faire la signature de l'acte comme tel, mais ça va être plus simple. Donc, si votre intention, c'est déjà de ne pas avoir de patrimoine d'union parentale, dès que vous avez une union parentale, allez voir votre notaire pour pouvoir retirer ça. Vous avez 90 jours pour le faire. Et là, je le répète, on ne le répétera jamais assez, c'est se retirer du patrimoine d'union parentale, pas du régime OK. d'union parentale. OK. On se suit là-dessus? Ouais. Fait que ça, c'était pour les 3 effets là, de l'union parentale comme telle. Autre chose que ça a eu comme impact important là, d'entrée de jeu, c'est la vocation successorale. Oui. La vocation successorale, c'est qui hérite en l'absence de testament. Mais est-ce que pour ceux qui n'ont pas de testament ou qui Mhm. envisageaient ne pas en produire un, Ouais. en rédiger un, ça vient les protéger un peu mieux qu'auparavant? Toujours, tu as une notaire en avant de toi. Moi, je vais primer puis je vais militer pour les testaments. Oui. Évidemment, notariés. Ça, c'est Oui. sûr et certain pour 1001 raisons. Mais la raison principale aujourd'hui, c'est que la vocation successorale, je vais revenir un petit peu en arrière puis je vais compléter ta question, c'est qu'en ce moment, c'était déjà inclus pour les conjoints mariés. Donc, si on était mariés, pas de testament, on recevait une part de l'héritage de notre époux. Par contre, on ne recevait pas la totalité. C'est 1/3, 2/3. 1/3 conjoint marié, 2/3 enfants. OK. Et là, on ne veut pas que des mineurs héritent, là, parce que là, on rentre dans du conseil de tutelle puis dans d'autres choses. Ce que l'union parentale est venue créer, c'est exactement la même chose. On est venu donner 1/3 au conjoint survivant d'union parentale la vocation successorale, mais le 2/3 va toujours aux enfants. Donc, si votre intention, c'est que votre conjoint hérite de 100% de vos choses, il faut faire un testament. Ça ne vient Ouais. pas régler la situation. Puis l'autre chose aussi, le testament ne sert pas juste à dire qui va hériter, dans quelle proportion, qui qu'on met en 2e, en 3e, en 4e ordre. Ça sert aussi à nommer un liquidateur. Ça sert à donner des pouvoirs. Ça sert à venir dire à quel âge nos enfants vont recevoir leur héritage. Est-ce qu'on le donne tout à 18 ans ou on attend à 25? Est-ce qu'on met des conditions? Et qui va être le tuteur des enfants mineurs? Fait que là, je suis venue donner quelques points de pourquoi il faudrait faire un testament. C'est pas parce que l'union parentale vient d'entrer en vigueur qu'on est venu régler tous les problèmes. Ouais. C'est venu en solutionner un petit. Au moins, le conjoint survivant reçoit un quelque chose, alors qu'avant, il recevait absolument rien. Mais il faut retenir que ça ne règle pas tout, ça c'est sûr. Ça règle pas tout, mais j'ai goût de te demander ton opinion, ta perception de cette nouvelle loi-là. Est-ce que ça vient régler ou complexifier tout ça?
De mon point de vue notarial, Oui. ça vient complexifier tout ça. Ça, Oui. c'est sûr et certain. Pourquoi? C'est parce que maintenant, on a plus de questions à poser pour venir déterminer on est-tu en union parentale ou pas. Oui. Et moi, je fais du droit généraliste. On fait du droit immobilier, on fait du droit des successions, on fait même des procédures non contentieuses, on fait de tout. L'union parentale vient toucher à tous ces domaines-là. Oui. Pas OK. juste en cas de vente de propriété, mais on vient de le dire, la vocation successorale, moi, je règle une 30aine de successions par année. Il va OK. falloir que je me pose la question à toutes les fois, est-ce que le conjoint de fait est en union parentale? Et là, après ça, comment je fais pour le déterminer, Jean-François? Ben, en fait, c'est que là, pour l'instant, j'ai l'impression là, que c'est pile ou face, là, parce que Un c'est... peu. Ouais, c'est ça, hein? Un peu. Puis l'enjeu en vocation successorale, c'est que va falloir que je demande au conjoint survivant quand est-ce que l'union parentale a commencé pour déterminer s'il a droit à un tiers de la succession. Laissez-moi vous dire que tout le monde va se déterminer en union parentale, là. C'est ça, exact. Moi, comment je fais pour le vérifier? Puis au travers de ça, on va avoir peut-être, quand quelqu'un s'enrichit, je vais dire ça comme Oui. ça, si un conjoint reçoit un tiers, il y a quelqu'un qui a perdu un tiers à quelque part. Oui. En même temps, si les deux conjoints sont de bonne foi, ça va être Ouais, quand mais dans la vocation successorale, il est mort, le deuxième conjoint. C'est ça mon problème. Ouais. Fait que je suis très d'accord avec toi que dans la majorité des situations, on n'aura pas d'enjeu. Mais dans certaines situations, nous, les notaires, on voit poindre les problèmes. Fait que mon opinion personnelle là-dessus, c'est je pense que c'est une bonne chose pour l'évolution de la société québécoise parce qu'on était rendu là à protéger les Ouais, conjoints de fait, vu que effectivement. la majorité des gens sont dans situation d'union de fait. Toutefois, la complexité d'application de ce régime-là, c'est une autre chose. Et pour nous, les notaires, ben, on se pose 36 000 questions. Fait que tant que ça ne sera pas dans 1 an, dans 2 ans, que des juges ne se seront pas penchés sur ça, on vit un peu dans le néant puis dans le flou. Corinne Reed, merci beaucoup d'avoir pris du fait temps plaisir. pour nous préparer ce sujet très complexe. Maintenant, pour ceux qui se questionnent à quoi sert un notaire, je pense qu'à toutes les fois que tu prends ton temps pour venir nous expliquer les choses de façon claire, nette et précise, ça nous permet de mieux comprendre tout ça. Merci. Les délais de production aussi. Oui, oui, appelez votre notaire rapidement, c'est ça aussi. Maître Corinne Reed, notaire, fondatrice du cabinet Reed Notaire, merci beaucoup. Je te souhaite un bel avant-midi. Ça me fait plaisir, Jean-François. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bye-bye. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo-estri@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo-estri@cogecomedia.com. Nous sommes avec M. Vincent Garwood chez Club Piscine Sherbrooke. Bonjour Vincent, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Il y avait un sujet d'actualité auquel je voulais absolument adresser avec toi, Vincent. C'est la conformité de nos fameuses piscines à Sherbrooke, mais sur l'ensemble du territoire québécois. C'est un enjeu quand même important, mais c'est pas un sujet qui est nouveau, hein? Non, c'est une réglementation qui est provinciale. Fait que Ouais. C'est sûr que c'est applicable à tout le Québec. Mais c'est un projet qui a parti au début des années 2000, je te dirais, plus officiellement vers 2006, qui ont mis certaines nouvelles réglementations en place, qui allaient tomber en vigueur à partir de 2010 sur toutes les nouvelles piscines construites. OK. Dans ce temps-là, il y avait le droit acquis Oui, aussi. c'est ça, hein? Avant 2010, tu avais le droit de garder les anciennes règles. Tu n'étais pas obligé de clôturer certains espaces. Fait que c'était beaucoup plus vaste. Souvent, c'était de clôturer plus le terrain que de clôturer la piscine. Exactement. C'est bien ça, hein? C'est exactement. Mais avec des normes qui étaient encore aussi pas tant restrictives non OK. plus. Mais à partir de 2021, qui était la nouvelle date de tombée dans le passé, Ouais. par rapport à les nouvelles réglementations, qui a été repoussée avec raison aussi durant la COVID. Ouais. Avoir un entrepreneur est excessivement difficile, les coûts étaient exorbitants, qui a été repoussée jusqu'à 2025, là, dans une semaine, pour la nouvelle réglementation là, au niveau des piscines. Parce qu'en fait, là, moi, je me souviens d'avoir fait des travaux d'installation de piscine creusée chez moi. Et là, finalement, en 2021, on avait déjà, en fait, je pense, le cahier de charge là, pour la nouvelle réglementation. Et là, la date butoir, là, c'est la semaine prochaine. C'est le 30 septembre 2025. Exactement. Il n'y aura pas de prolongation. Pas de report. Il n'y a pas de report. Non. C'est une date butoir. Exactement. Puis oui, 2021, les règlements sont exactement les mêmes qui avaient été proposés en 2021. Il y a eu quand même beaucoup de précisions qui ont été faites OK. sur certaines petites notions en fonction de points qui n'étaient pas nécessairement évidents d'interprétation, mais plus que les gens ont commencé à faire leurs travaux,
définitivement, ça s'est précisé. Là, on se ramasse, là, on est en fin septembre. Il y a déjà eu plusieurs reports. Moi, j'ai des gens qui m'appellent pour mettre leur propriété sur le marché. Ils m'informent en réalité que leur piscine n'est pas selon les règles en vigueur ou qu'elles ne seront pas en règle. Donc, pour ceux qui se questionnent de vendre une propriété avec non-conformité, ou du moins, même si vous avez eu un avis de non-conformité en 2024, parce qu'à Sherbrooke, il y a eu plusieurs vérifications. L'année dernière, là, si vous êtes propriétaire d'une piscine, probablement que sans vous en être rendu compte, quelqu'un est passé et s'il y avait matière à apporter des corrections, vous avez probablement déjà été informé par écrit. Maintenant, Vincent, je vais être prudent parce que tu vas t'identifier plus comme étant un gars de piscine qu'un gars de clôture. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de la réglementation qui est en lien avec ces fameuses clôtures-là. Oui, bien, la réglementation est à la base et de rendre plus difficile l'accès à un enfant sans surveillance des parents. Ouais. C'est vraiment l'objectif de réduire les noyades, de réduire les hospitalisations liées aux noyades. Puis les réglementations qui sont en place sont pour la grande majorité des bassins d'eau. Okay. Dans ces bassins d'eau-là, on inclut les piscines creusées, semi-creusées, sont toutes applicables sans restriction. Ouais. Piscine hors terre, si les parois de mur ont moins de 1,2 mètres. OK. Et les piscines démontables aussi. Ah oui, OK. En bas de 1,4 mètres. Les spas? Les spas moins de 2000 litres ne s'appliquent pas, mais il faut toujours un couvert rigide qui se barre. OK. Il y a certains, comme tu dis, les spas sont exclus. Dis-moi, 2000 litres pour un spa, ça représente quoi? On tombe dans les spas de nage, là, majoritairement. Là, OK, OK. Que ça va être en haut de 2000 litres, sinon la majorité sont corrects là, OK. dans ces spas-là. Les piscines intérieures sont exclues. Donc, OK. on ne sont pas assujettis à cette réglementation. Les bassins décoratifs. Ouais. Jardins d'eau. Les jardins d'eau, les OK. plans d'eau naturels. On OK. peut pas commencer à clôturer notre bord de lac. Là. OK. Ça serait épouvantable. Et les piscines qui ont une capacité d'avoir moins de 60 cm d'eau. OK. C'est pas, tu peux pas remplir ta piscine à 60 cm puis te conformer. Là. OK. Il faut vraiment que la capacité soit 60 cm. OK. OK. Fait que ça va être vraiment ces piscines-là. Et là, je pense que c'est vraiment de limiter l'accès. Donc, à Exactement. partir de la propriété en tant que telle, on ne doit pas avoir accès directement. Il y a beaucoup de subtilités. OK. Tu sais, la norme, c'est faut que ta piscine, exemple qu'on parle d'une piscine hors terre qui est généralement les plus simples, Ouais. faut que ta piscine, la marche qui est extérieure, ait une portière de sécurité qui se ferme automatiquement et qui se verrouille automatiquement. OK. Si tu as un deck, là, comme on l'appelle, là, il faut que ton entrée soit sécurisée. Ouais. Même chose, dispositif de verrouillage automatique et de fermeture automatique. Et il faut que ces accès-là soient au minimum de 1,2 mètres. OK. Sinon, si tu as un accès direct de ta maison, là, encore une fois, il faut avoir une clôture d'au moins 1,2 mètres et une porte qui se verrouille automatiquement. Sur la propriété. S'il y a une clôture, OK. c'est sur la clôture. OK. Là, si la propriété, c'est là qu'on tombe dans certaines nuances que je vais devoir te revenir un petit peu plus tard. Piscine creusée, clôture tout le tour, sauf si c'est adjacente à la maison. Mais là, encore une fois, il y a quelques notions. Il faut que ce soit une clôture d'au moins 1,2 mètres. Il faut que le dispositif de sécurité automatique et verrouillage automatique soit à l'intérieur de la clôture. OK. Il peut être à l'extérieur. Par contre, il faut que tu montes à 1,5 mètres. Oh, OK. Et non 1,2 mètres. Tu peux avoir des clôtures en maille de chaîne. Là. On appelle ça des clôtures frost, comme dans un cours d'école ou autre. Encore une fois, il y a une petite notion ici. Si elle a été installée avant 2021, tu peux avoir des espacements de plus de 30 mm. Donc ça, c'est le standard qu'on voit. 30 mm, c'est le standard. C'est ça, OK. 30 mm, si tu l'as fait avant 2021, tu peux garder plus grand sans avoir à mettre de latte. OK. Si tu l'as fait après, là, il faut que tu aies des lattes de sécurité s'ils sont plus que 30. Sinon, c'est les nouvelles clôtures Frost qu'on appelle, mais avec les plus petits maillons. Exactement. Mais il faut que tu aies tes lattes de sécurité. Même dans les petits maillons? OK. OK. Alors, mais là, en même temps, Vincent, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on en parle, mais c'est un règlement provincial et certaines municipalités, en fait, vont même rendre le règlement plus sévère. Exactement. Donc, chacune des municipalités peuvent ajuster, peuvent pas le simplifier, le règlement,
Exact. Mais vous devez faire vos vérifications auprès d'un spécialiste, peut-être même appeler à la ville. Il y a le site du gouvernement du Québec aussi, je pense, qui indique quand même en détail. Il y a un très beau formulaire, honnêtement, qui est quand même très visuel. Certaines municipalités le poussent un peu plus loin. Certaines demandent des certificats de conformité faits à la maison et envoyés par courriel, notamment un des secteurs à Montréal. À Sherbrooke, précisément, on n'a pas ce type de lourdeur-là. On prend pour acquis que c'est conforme, sauf que c'est un avis de non-conformité. Mais c'est toujours, toutes les villes ont une section sur leur site web de qui contacter en cas de... quand on a besoin de faire des travaux pour s'assurer que ce qu'on va mettre en place est conforme. On ne veut pas dépenser quand même, clôturer les piscines, c'est quand même coûteux. On ne veut pas le faire, puis finalement que ce soit non conforme. Oui, puis parfois, ça vient changer le look complet là, de l'aménagement de la piscine en réalité, puis l'air de vie, puis tout ce qui en découle. Fait que j'imagine qu'il y en a qui ont dû investir quand même des bonnes sommes d'argent. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des différences aussi entre, tu veux-tu mettre une clôture frost ou tu veux aller avec des murs de verre. Là, c'est sûr que le prix est complètement différent. Et des fois, tout l'aménagement était fait en fonction que la piscine était clôturée différemment. Donc, c'est sûr que là, ça peut avoir à changer des choses. Il y a certaines choses, des fois, quand les piscines sont collées sur la maison, il y a des réglementations aussi sur qu'est-ce qu'on doit respecter en termes de portes et de fenêtres dans la maison, les dispositifs, les ouvertures. Donc, ça pourrait amener même à remplacer des fenêtres ou modifier. Alors, ça va quand même loin. Exactement. Il ne faut pas non plus oublier qu'on modifie des fenêtres pour qu'ils s'ouvrent moins. Mais il faut quand même respecter certaines normes en termes de prévention d'incendie. On ne peut pas juste barrer une fenêtre puis que s'il y a un feu, on ne peut pas sortir. Là. Donc là, en réalité, Vincent, là, c'est vraiment, en règle générale, là, vous avez besoin d'ajuster, faire des modifications, vous avez des questions. C'est principalement une entreprise dans des clôtures, je pense, qui vont pouvoir bien aiguiller les gens, c'est Exactement. ça? On peut faire une belle démarche sur Internet. On a des formulaires de préévaluation qu'on peut faire pour s'assurer qu'on est conforme ou non. La ville nous aide. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont habitués de faire des projets à répétition de clôture connaissent ces réglementations-là. Et tous les pisciniers, généralement aussi, sont au fait de la grande majorité des réglementations pour vous épauler. Mais là, on doit être en pénurie de certains produits, j'imagine? Au niveau des clôtures, c'est sûr que on s'entend que la réglementation était supposée de tomber en 2021. Elle a été repoussée. On est en 2025. C'est sûr que la grande majorité des gens sont prévoyants. Fait que c'est sûr qu'ils l'ont fait. Des fois, le problème, c'est pas nécessairement le matériel, c'est le temps de trouver un entrepreneur. Là, en même temps, Vincent, tu es d'accord avec moi qu'une noyade sauvée, c'est une noyade c'est une noyade de trop en réalité. C'est ça, hein? Définitivement. Puis de ce qu'on voit, la majorité des noyades qui doivent être sauvées ou le groupe cible, c'est sûr que c'est tout le monde. On ne veut pas une noyade de personnes, là, mais le groupe cible, pourquoi ces réglementations-là sont les enfants de 1 à 4 ans, que c'est la cause de mortalité première chez les enfants de 1 à 4 ans, les noyades. Wow, incroyable. Vincent Garwood de Club Piscine Sherbrooke, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps. Puis espérons que, en fait, vous avez eu une belle saison 2025. Puis, très chaude. Très chaude, oui, c'est vrai. Hein? Tout le monde a aimé ça. Incluant vous. Oui. Ben bravo. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Je te souhaite un bel avant-midi. C'est un plaisir. Merci. De l'invitation. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Nous sommes avec M. Tristan Savard, courtier immobilier résidentiel et commercial chez Royal Lepage Évolution. Comment ça va, Tristan? Salut Jeff, ça va super bien toi-même? Oui, super. Deuxième présence à l'émission. Effectivement, ça avait l'air que tu m'as aimé. Merci de la réinvitation. C'est parfait. Alors, il faut que tu fasses mieux la deuxième fois. Là. Je suis prêt. Hey, Tristan, on a souvent des questions de nos auditeurs. On veut parler du marché locatif. Oui. OK? Puis je veux qu'on fasse la distinction entre la location commerciale et la location résidentielle. Essentiellement, là, je te pose la question, c'est quoi la grande distinction? En gros, c'est totalement différent. La location résidentielle, tout est régi par le tribunal administratif du logement. Qu'on appelle le TAL. Le TAL ou anciennement la régie du logement. Oui, exact. Puis ça, c'est eux qui viennent régir tout. Là. Il y a des règlements sur toutes les conditions, comment tu peux louer les lieux, comment tu peux reprendre les lieux, combien ça dure le bail, le droit du maintien des lieux pour les locataires. Puis en revanche, au niveau commercial, il n'y a pratiquement rien. C'est sous seing privé. Exactement. En fait, c'est de faire une entente écrite entre les parties. La seule chose que le propriétaire ne peut pas exiger au locataire, c'est de se soustraire à la publication. Exactement. Vas-y. C'est quoi la publication? En gros, c'est quand on a un bail commercial, si on ne le publie pas,
ce qui arrive, c'est que si l'immeuble est vendu suivant la location des lieux, l'acheteur n'est pas obligé de respecter le bail qui est en vigueur. Donc, il pourrait envoyer l'avis d'éviction. Et voilà. Donc, la publication, ça se fait auprès d'un notaire. Exactement. Donc, c'est publié à l'index aux immeubles sur le numéro de lot. Donc, c'est vraiment greffé à l'immeuble. C'est bien ça? Exactement. C'est un avis de bail que ça s'appelle au registre foncier, qui est public, que n'importe qui peut aller chercher. Puis, ce que ça vient faire, c'est que ça vient greffer l'immeuble d'un bail, puis ça vient dire que c'est opposable au tiers légalement. Fait qu'il y a un acheteur qui l'achète, il est obligé de respecter le bail. Donc, vous êtes locataire, commercial, industriel, que ça fasse 1 an, 6 mois, 2 semaines ou 10 ans, vous n'avez jamais fait publier, vous écoutez ça aujourd'hui, vous voulez maintenir vos lieux, si jamais il y avait transaction, contactez votre notaire rapidement pour faire la publication. Ça, c'est une très bonne idée. Dans des baux commerciaux, on a évidemment différentes formes. On appelle le bail brut, on l'appelle le net, le double net, triple net et à pourcentage. Exactement. On va décortiquer ça. Allons-y. Le brut. Le brut, en gros, c'est lui qui ressemble le plus à un bail résidentiel. Puis quand je dis ça, c'est juste pour essayer d'aider les gens à comprendre, là. C'est un loyer mensuel, fixe, puis que toutes les charges sont au propriétaire par après. Le locataire, il paye directement son loyer, puis ça change, ça change jamais au mois, ça va être augmenté par année. Parfait. Maintenant, on ajoute un net, 2 nets, 3 nets. Là, il y a une ventilation. Exactement. Fait que quand on tombe dans les nets, c'est que ça devient, on sépare le loyer. Il va y avoir un loyer de base qui est comme n'importe quel loyer, comme au résidentiel. Oui. Mais on vient rajouter un loyer additionnel. Ce loyer-là, c'est que ça vient payer certains frais qui sont normalement au propriétaire, mais qui va envoyer au locataire selon sa proportion, soit de son occupation de la bâtisse ou selon les clauses qu'ils vont avoir choisies dans le bail. Puis probablement que si le propriétaire reçoit une facture, que le pourcentage est plus élevé, il n'est pas contraint de refiler cette facture-là à un montant prédéterminé au locataire. En gros, tout est prévu dans le bail. C'est ça. C'est ça qui est important au commercial. Tout doit être mentionné dans le bail parce qu'il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi à l'extérieur de ça. Puis on doit le dire, Tristan, là, dans des beaux commerciaux, lorsqu'on vend des entreprises ou des bâtisses commerciales, industrielles, c'est rare qu'on voit une formule de bail qui est récurrente. Elles sont différentes à peu près dans chacune des transactions. Elles sont toutes différentes. Ouais. Ils ont des ressemblances, bien évidemment. Ouais, là, il y a des clauses qui se ressemblent. Mais elles sont toutes différentes parce que c'est jamais la même personne qui le fait. C'est pas, par exemple, comme le TAL qui a attribué un bail fixe qu'il faut qu'on se respecte. Souvent, c'est des conseillers juridiques, comme des avocats, qui les produisent. Fait que chacun a sa propre méthode, d'une certaine manière. Bon, alors on revient là, aux bails commerciaux. Là. On est dans une situation où on a, par exemple, triple net. Là. Donc, ça pourrait vouloir dire, Tristan, toute fin pratique, là, qu'il y a un bris, par exemple, sur le bâtiment, puis il y a une partie ou la totalité des travaux qui pourraient être refacturés au locataire. Exactement. Fait que net, double net et triple net, ça dit ce que ça suit. Ouais. Dès qu'il y a un plus de net, ça veut dire qu'il y a plus de frais qui vont être au locataire. Fait que Mais le loyer de base plus bas. Normalement, oui. C'est ça, exactement. Mais encore une fois, ça dépend de la clause dans le bail. Puis on peut aller plus loin. Dans des cas de beau, c'est du vente de détail. Certains locataires pourraient aller chercher un pourcentage des recettes de vente aussi. Exactement. Fait qu'encore une fois, ils peuvent faire une clause que, dépendamment du chiffre d'affaires mensuel ou annuel de l'entreprise qui occupe les lieux, le propriétaire aurait le droit à une certaine partie. Alors là, quand les gens nous appellent pour dire on aimerait louer un local commercial, mettre en location, on cherche un locataire, là, on pose la question au propriétaire, c'est une jungle un peu, là, d'évaluer dans le fond quelle est la meilleure formule. C'est quand même une jungle, effectivement. Fait que c'est quand même, nous on va tout le temps conseiller au propriétaire d'aller chercher un avocat qui est expert dans les baux commerciaux. Parce que comme ça, lui va pouvoir l'aider pour rédiger le bail. Parce que nous, en tant que courtier immobilier, on ne peut pas le faire, on n'est pas des conseillers juridiques. Nous, on est là pour trouver le locataire ou trouver un local, mais on n'est pas là pour faire les bails. De toute façon, on va s'entourer de professionnels pour chacun des aspects importants. Exactement. Bon, ça fait quand même un tour rapide là, des baux commerciaux. Là, si on tombe dans les baux résidentiels, on va toucher à beaucoup de monde. Là, exactement. Parce que là, on voit la demande en location, le locatif est quand même très populaire, on pourrait dire. C'est forte, oui, effectivement. Oui, la demande est forte, effectivement. Et là, bien évidemment, on se dit, moi, si je loue un appartement puis que l'immeuble il se vend, est-ce que je risque de me faire faire un avis d'éviction, je cherche le terme. Est-ce que je vais devoir quitter malgré moi le logement? Il y a eu quand même des changements importants. Là. Puis en fait, on pourrait dire là, que le TAL actuellement, là, on ne peut pas s'en soustraire. Non.
Donc, c'est imposé. On ne peut pas alléger ou changer la réglementation. Là, rapidement, pour vous faire une image, vous décidez, par exemple, de louer ou de prêter. Vous dites, moi, j'ai prêté mon logement à un ami. Je n'ai pas signé de bail. Mais si votre ami, éventuellement, souhaite rester, là, ben, c'est vraiment la réglementation du TAL, en fait, qui va être applicable. On ne s'en soustrait pas. Qu'il y ait un bail de signé ou pas, il y a une loi. Exactement. Ça s'appelle le droit du maintien des lieux par Oui. le locataire. Tout est là pour protéger le locataire pour qu'il soit quand même capable de rester à sa résidence. Parce qu'il faut se dire, pour des propriétaires, des fois, c'est peut-être une business, mais c'est quand même des gens qui habitent à la place. C'est des résidences familiales. Exactement. Fait que c'est de là qu'il faut qu'il y ait des lois pour protéger les gens pour pas qu'ils se ramassent à la rue, malheureusement, pour des raisons des fois un petit peu absurdes, par exemple. Quelles sont les règles là, pour quelqu'un qui voudrait, un propriétaire qui voudrait prendre possession d'un des logements, là, avec plein de bonnes intentions, là, mais il y a quand même un encadrement important, là? Effectivement. Fait que premièrement, on peut pas reprendre le logement pour n'importe quoi. Fait que pas pour le rénover, pas pour l'agrandir ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit pour soi-même ou pour les membres de sa famille immédiats. Fait que Oui. ascendants ou descendants, Oui. des parents, des enfants, à peu près tout. Va falloir le prouver, bien évidemment, qu'ils vont déménager là. Puis ensuite, il faut envoyer un avis qui est 6 mois avant la fin du bail. Fait que, par exemple, la majorité des baux ici se terminent le 30 juin 2026. Il faut que ça soit avant le 31 décembre 2025 qu'il faut envoyer l'avis pour reprendre le bail au 1er juillet. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes Donc- ou pour un membre de sa famille. Ouais, donc là, si par exemple, vous décidez d'acheter un immeuble puis vous devenez propriétaire de l'immeuble seulement le 5 janvier, vous n'êtes pas dans les 6 mois avant la fin du bail. Exactement. Puis vous ne pouvez pas demander au propriétaire actuel d'envoyer l'avis pour vous-même. Donc, il y a quand même un enjeu, en fait. Puis j'aime bien ce que tu apportes parce qu'on le voit souvent dans des situations d'offres d'achat avec des plex. Oui. Le propriétaire, non, peut pas envoyer l'avis, même s'il voudrait le faire. L'avis, c'est pas pour lui. Exact. Fait que ça fonctionnera pas. Puis pour ceux qui voudraient tricher le système, envoyer un avis d'éviction, en fait, plaidoyant que c'est pour lui-même ou pour un membre de la famille, puis qui s'en soustrait, là, allez voir la jurisprudence, là, c'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de jouer ce jeu-là. Vraiment pas. Parce que s'il voit que c'est caché, ça tombe dans de la mauvaise foi. Ouais. Et là, en fait, il y a le profil aussi du locataire, je pense, qui est un enjeu. Effectivement. Fait que il y a une seule exception à la reprise d'un logement quand on est propriétaire, c'est qu'il faut pas que le locataire ait plus de 70 ans. Oui. Faut pas qu'il ait habité plus que 10 ans Oui. l'immeuble. Puis il faut pas qu'il soit en dessous du seuil de pauvreté. Si ces 3 éléments sont là, même si on est propriétaire puis qu'on veut l'habiter pour nous, pour un membre de la famille, on peut pas rien faire. Puis rapidement, on a aussi l'enjeu des avis d'augmentation, beaucoup de constructions neuves, Ouais. moins de 5 ans, c'est encadré parce qu'avant, le propriétaire pouvait donner les avis d'augmentation année après année de la somme d'argent qu'il décidait donner, mais là, il y a un changement là. Exactement. Fait qu'avant le changement de la loi, en dedans de 5 ans, le propriétaire pouvait faire ce qu'il voulait. Oui, Il pouvait augmenter autant qu'il voulait. Maintenant, avec la nouvelle loi, il peut augmenter autant qu'il voulait en dedans de 5 ans, mais lors de la signature du bail, il doit venir marquer dans la section le maximum que le loyer pourrait être augmenté à l'intérieur du 5 ans. donc vous savez déjà avant de signer le bail à quoi vous attendre pour les 5 ou 3 années à suivre, tout dépendamment de l'âge du bâtiment. Exactement, jusqu'à où ça peut aller. Tristan, excuse-moi. L'autre où j'amènerais aussi, la clause G, qui Oui. est cette section-là, le propriétaire, il faut tout le temps qu'il mentionne l'ancien loyer aussi. À quoi C'est ça- vrai. à C'est quoi vrai. ça ressemble. Fait que c'est important de bien le lire dans le bail parce que c'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup de rénovation, quoi que ce soit, si le bail est augmenté de 1 000 c'est un petit peu peut-être questionnable. Alors, Tristan, pour ceux qui nous écoutent, qui envisagent signer un bail ou pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier puis pouvoir prendre possession des logements, faites vos devoirs, vérifiez ce que vous signez, tout est valide pour être mieux protégé possible. Merci beaucoup à Tristan Savard d'avoir accepté l'invitation, courtier immobilier, résidentiel et commercial chez Royal Lepage. J'espère que tu auras l'occasion de revenir à l'émission. Absolument, j'attends l'appel. Merci, bon avant-midi. Merci, Jeff. C'est ce qui met fin aujourd'hui à notre émission Les Dessous de l'immobilier. Je tiens à remercier mes précieux collaborateurs, Mme Corinne Reed, M. Vincent Garwood et M. Tristan Savard. Je tiens à remercier mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter Les Dessous de l'immobilier en Estrie via le site 1077 Estrie, section rattrapage, ou encore sur l'application Cogeco Média dans l'onglet Balado. Vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-moi à imoestrie@cogecomedia.com
On se retrouve dès samedi prochain, 11h. D'ici là, je vous laisse entre les mains de Priscilla Quirion qui vous accompagnera dès cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.